vous renoncez de vous-même à vos droits. Et on va vous faire renoncer de vous-même aux droits en disant que de toute façon, on ne peut pas vous embaucher avec les droits. Donc c'est ça ou pas de boulot. Vous constaterez que c'est la logique générale qui découle. J'enlève des règles, j'enlève des protections, etc. Et on ne peut plus faire autrement. Et si on ne peut plus faire autrement, on enlève tout. Ben là, ils enlèvent tout. Oh, Macron n'enlève pas tout partout. J'ai plein d'idées me viennent pour vous les citer en même temps. Mais en tout cas, il fait un sas pour rompre avec le droit du travail. Ne croyez pas que c'est innocent. Pour qu'il y ait eu ça, il y avait des gars. Je soupçonne de Macron d'être un grand vendu, mais pas d'être assez intelligent pour avoir inventé ça tout seul. Il faut qu'il y ait des conseillers du MEDEF qui, depuis 2011 jusqu'à l'élaboration de la loi Macron, aient pensé à toucher à l'article 2064, sinon ça ne serait pas le cas. Mais là, vous avez la brèche. Et là, il faut comprendre la lecture de la bataille du MEDEF pour nous faire passer d'un droit français à un droit anglo-saxon. Parce qu'on va retrouver ça sur la question du licenciement. Quel est le but du patronat français? C'est de pouvoir licencier sans motif. Alors ça, on le sait déjà, mais peut-être parfois on ne mesure pas comment ils avancent. Ce sont des opiniâtres, ce sont des bœufs. Chaque fois qu'on se bat fort, ils avancent. Chaque fois qu'on n'a pas vu, ils aggravent. Chaque fois qu'on se croit tranquille, ils creusent. La charte européenne des droits de l'homme défend le droit du licenciement comme aussi un droit humain fondamental. La Convention 158 de l'OIT, Organisation internationale du travail, explique que quand vous êtes licencié, vous devez être informé, ça doit être motivé, vous devez pouvoir vous défendre et vous pouvez avoir un recours. Droit humain. Qu'est-ce que vous croyez? Le MEDEF demande que soit dénoncée la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail que la France a signée. Et ils veulent aller jusqu'au bout dans ce processus. Et donc, l'attaque contre le code est frontale et la possibilité de passer par autre chose que le code accompagne cette attaque. Ça, c'est dans la loi Macron. Vous savez que quand Rebsamen, quand même, ministre du Travail, alors, on va dire du mal de lui, il y a 40 ans que je le connais, mais justement, je sais que c'est pas une flèche en droit du travail. Mais il a l'autre jour déclaré au Sénat qu'il était possible que des contrats de travail ne relèvent pas toujours de la subordination et qu'ils étaient passés entre deux personnes libres et égales. Voilà, il passe son examen de 0 pointé, hein. Mauvaise note, hein. Mais c'est la même chose. Je lui ai dit l'autre jour, je lui ai dit, tout Internet s'est moqué de toi. Mais c'est à tort, il n'y a pas de raison de se moquer de toi. Tu es en accord avec Macron, avec la modification de l'article 2064. Tu es en train de dire qu'il n'y a pas forcément la subordination, qu'il y a un autre type de rapport entre personnes égales, et que le patron et le salarié sont égaux, voilà, dans le meilleur des mondes, et qu'il n'y a plus de droit. Compliance without pressure. Soumission librement consentie. Le nouveau système juridique de Macron. Et après, ça a des conséquences, parce que, bon, le volontariat, vous connaissez tous l'histoire ici, bien sûr, mais moi j'ai l'habitude de dire, essaye de travailler le dimanche si ton patron ne peut pas. Essaye de ne pas travailler le dimanche si ton patron veut. Seconde, il y a du volontariat. Cher Henri, j'aimerais que tu viennes dimanche. Henri, viens. Cher Henri, désolé, je ne peux pas majorer ton salaire, il n'y avait personne ce dimanche-là. L'ouverture généralisée des dimanches ne fera pas plus de ventes, ça vous le savez tous. Quelque chose qui est acheté le dimanche ne le sera pas le lundi, un emploi précaire créé le dimanche sera fermé le mardi. De toute façon, ce seront des femmes pauvres, précaires, qui travailleront le dimanche parce qu'elles n'auront pas le choix. Et sinon, ce seront des étudiants désargentés. Et quand tout sera ouvert tous les dimanches, il n'y aura plus de prime, il n'y aura plus de majoration, parce qu'il faudra payer l'électricité, les ouvertures, l'entretien, le gardiennage. Et comme il n'y aura pas plus de clients, ben, ça sera comme partout ailleurs dans le monde où ce processus s'est produit auparavant. On t'allège avec des primes pour te faire croire qu'il faut que tu viennes bosser le dimanche. Et ensuite, on t'enlève les primes parce qu'il n'y a personne qui vient acheter le dimanche. C'est mécanique. D'ailleurs, l'ouverture du dimanche n'est pas économique. Ça n'a rien à voir avec le commerce, l'économie et l'emploi.
C'est purement idéologique. C'est pour casser votre semaine de travail. Pour casser les 35 heures. C'est pareil pour le travail de nuit en soirée. Parce que moi, quand même, l'argument, je l'ai déjà fait, excusez-moi pour ceux qui l'ont vu, mais enfin, l'argument qui nous dit qu'il y a des Chinois embusqués sur les Champs-Élysées à 10 h le soir pour acheter du parfum et qui exigent que les femmes pauvres et précaires venues d'Aubervilliers, chez Sephora et Marionneau pour le leur vendre, sinon ils menacent Laurent Fabius d'aller l'acheter à Londres, c'est quand même une histoire pour petits-enfants. C'est incroyable, quoi. Les Chinois en question, tout le monde sait, c'est des tours opérateurs. Si vous allez à Pékin, ça sera la même chose. Sur 5 jours, ils peuvent ouvrir la matinée course quand le Louvre est fermé. Et c'est pas le soir, et c'est pas le dimanche. Ils s'en foutent du soir et du dimanche. Et puis s'il y a des Chinois individuels qui sont absolument acharnés à acheter leur parfum, ils l'achètent en duty free à l'aéroport. Ils peuvent acheter à l'aéroport de Blagnac à Toulouse, parce que Macron me vend au fonds de pension chinois. Ça sera encore plus simple. Et pourquoi nous instaurons une loi où le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme est préoccupé par le fait que des Chinois veuillent acheter du parfum de gens. Vous n'avez pas voulu mettre la majoration légale à 110. 110%. C'est ça qui a fait clasher avec quelques députés dans une nuit à l'Assemblée avant le 49.3. Donc tout le monde sait qu'il n'y a pas de majoration légale. Elle est contractuelle, elle n'est pas légale. Donc là, ça tombe vers les ficottes, tout ça. Et alors on arrive derrière le dimanche à le volontariat. Je ne sais pas ce que je vous dis sur le volontariat. Je trouve que c'est vraiment inouï d'oser dire aux gens vous allez volontairement renoncer à des droits que vous avez. C'est leur mettre la pression individuelle. C'est ça, rien pour vous. C'est contre la convention collective, c'est contre la loi républicaine, c'est contre la société. C'est pas anarchique, c'est vulgairement libertarien, parti républicain, la droite des Américains, quoi. La droite de l'extrême droite des Américains. Tout seul avec votre patron, et puis il vous fait faire ce qu'il veut, avec tous les risques encourus, puis on vous dégage le terrain pour que vous n'ayez pas trop de difficultés. Tiens, je vais le dire tout de suite. Savez-vous qu'ils vont protéger moins les enfants face au risque au travail? Avec cet argument. Il y a un décret qui est depuis le 2 février au Conseil d'orientation des conditions de travail pour les mômes de 14 ans à 18 ans. Et là où avant, quand ils étaient en apprentissage chez un patron, il y avait des règles très strictes, des interdictions, des autorisations préalables, des contrôles a posteriori. Tout ça saute. Ça sera des dérogations exceptionnelles, des contrôles a posteriori et des formations qui remplaceront les interdictions. Je dis bien pour des mômes de 14 à 18 ans, hein, puisqu'en France maintenant, à cause de Villepin, l'apprentissage est tombé à 14 ans, qu'à cause de lui, on travaille le dimanche et la nuit à partir de 15 ans, et jusqu'à 18 ans, il y avait ces protections qu'ils sont en train de faire sauter avec toujours le même argument, sinon un employeur ne les prend pas. Alors vous connaissez l'exemple du célèbre travail sur échelle, escabeau ou marchepied. C'est-à-dire qu'avant c'était interdit pour les mômes. Je suis toujours pour que ce soit interdit. On me dit mais là, un môme de 16 ans, il peut monter sur une échelle. Non! Il ne montera pas sur une échelle, il n'utilisera pas d'une machine dangereuse. Ça sera le cas jusqu'à 18 ans, qu'il n'en est pas question. Il y a suffisamment d'accidents comme ça, même chez les adultes. Et le 15 novembre, j'ai toujours cette date en mémoire, le 15 novembre 2010 à Mulhouse, chez un boulanger industriel, ils ont mis un môme de 15 ans à nettoyer le pétrin. Le pétrin s'est remis en route et le môme a été broyé. C'est la victime comme enfant qui devrait faire réfléchir tous les assassins juridiques potentiels. Alors vous imaginez maintenant l'inspecteur du travail qui arrive et le patron qui dit ah oui, le môme là 15 ans il est sur l'échelle, mais c'est temporaire maintenant monsieur l'inspecteur, c'est autorisé temporairement et il a été averti des risques qu'il encourt. C'est ça le nouveau décret, avec le même raisonnement.
Il y avait un journal qui s'appelle Le Gorafi qui avait fait une blague sur le thème avec Macron, on aura bientôt le travail des enfants, à 12 ans, il demandera lui-même de pouvoir bosser parce qu'il en a marre de l'école, et individuellement il pourra déroger à l'école publique pour aller contractualiser avec un contrat civil pour l'employeur. C'était une blague du Gorafi. C'est pas tout à fait une blague. Parce que le système de dérégulation est exactement comme celui-ci pour les enfants, bien sûr. Alors, bon, le dimanche, le volontariat, le temps partiel. Vous avez beaucoup. Par le type de dégringolade intellectuelle, théorique, politique qui s'est passé depuis l'ANI sur les temps partiels. L'ANI du 11 janvier, c'est pas une sucette, hein, c'est le corps national interprofessionnel. Comme je suis habitué, moi, à m'exprimer devant des gens qui ne sont pas syndicalistes, je suis toujours obligé de préciser parce que combien de gens ça a ANI, hein, vous dites comme ça, c'est entre nous. Puis après, il faut dire non, écoutez, les ANI, ça existe dans toute l'histoire syndicale. Il y avait des bons ANI. Matignon, en 1936, qui fait les 40 heures, c'est un bel ANI. L'ANI Grenelle en 68, c'est un bel ANI. Des ANI, il y en a tout le temps. Il y a des bons ANI, puis il y a des mauvais ANI. Celui du 11 janvier 2013 était un mauvais. Et il avait dit, ah non, mais pour le temps partiel, maintenant, pour éviter tous les petits temps partiels, on va mettre un plancher à 24 heures. Alors, je me rappelle encore de Najat Vallaud-Belkacem qui dit c'est une avancée pour les femmes, c'est un pas en avant, c'est une conquête, un plancher à 24 heures. Moi, à l'époque, je disais, écoutez, je me rappelle quand il y avait un plancher à 20 heures, c'était pas terrible, mais à 24 heures, comment ça va se passer? Ah, bah, c'est clair. Ils ont mis 6 dérogations à l'époque, vous vous en souvenez? Chacune l'une après l'autre. C'est-à-dire, ça ne valait pas pour celle, je dis celle, parce que comme les temps partiels, c'est 85% de femmes et 80% de non qualifiés, je dis celle. Alors, celle qui avait moins de 26 ans, elle n'était pas concernée par le plancher. Celle qui faisait des soins ou des travaux particuliers n'était pas concernée par le plancher. Celle qui avait 2 boulots n'était pas concernée par le plancher. Celle qui avait 3 ou 4 boulots n'était pas concernée par le plancher. Les entreprises qui avaient l'habitude et usage de faire des temps partiels pouvaient négocier des dérogations au plancher. Et enfin, individuellement, une femme pouvait aller voir le patron lui disait, moi je vous aurais bien pris pour temps partiel, mais je ne peux pas vous prendre 24 heures. Mais si vous me faites une lettre, vous, me disant que vous voulez faire moins de 24 heures, je vous prends 10 heures. Ah, c'était plus un plancher, c'était une passoire. Bon, mais ils avaient quand même prévu que les entreprises négocieraient. Vous vous rappelez? L'ANI, c'était le 30 juin 2013. La loi fixait le but de la négociation le 31 décembre 2013. C'était pas fait le 31 décembre 2013. Alors le gouvernement a fait obliger une saisine rectificative le 22 janvier 2014, qui est passée au Parlement le 7 mars 2014, qui a repoussé la date au 31 juin 2014. Et le 31 juin 2014, ils n'avaient toujours rien négocié. Alors ça a été repoussé à la fin, au 31 décembre, et le 31 décembre, alors je ne sais plus le nombre exact de groupes, je crois que c'était 48 branches qui avaient négocié sur 78, et les 48 branches qui avaient négocié en dessous de 24 heures. Mais il restait une clause, c'est que tout le monde serait à temps partiel le 1er janvier 2016. C'était dans l'ANI, et c'était dans la loi qu'on était issu du 14 juin 2013. Vous m'avez bien suivi? Et bien la clause, elle a sauté dans la loi Macron. Non seulement il n'y a pas de volontariat, non seulement il y a des dérogations, non seulement les branches peuvent s'asseoir sur les 24 heures, mais en plus les 24 heures ne seront plus obligatoires le 1er janvier 2016. C'est-à-dire, de l'ANI à la loi du 14 juin à Macron, vous avez l'ensemble de la glissade où on vous annonce quelque chose, on fait quelque chose, on fait le contraire de quelque chose, et on le fait à la fois dans la loi et dans le contrat. Les gars se demandent, ah, quand c'est un contrat, on le respecte. Mon œil. Ah, mais il faut que la loi reprenne le contrat. La loi reprend le contrat, on ne le respecte pas non plus. Mon œil. Ah oui, mais quand même, le gouvernement est là pour le respecter. Mon œil. Ah, mais c'était une avancée sociale. Mon œil. Rien. Et donc, le droit du temps partiel s'est trouvé ainsi promu, tué, décomposé, annulé. Et on vous dit, tout ça c'était avec des dérogations et du volontariat. Je touille mon sujet, mais pour qu'on voit pourquoi on défend l'ordre public social, pourquoi on défend la loi, pourquoi on défend le code du travail, et comment tout le reste est farivole, comment ils s'assaillent dessus, quand on n'a pas à la fois les moyens juridiques, quand on n'a pas les autorités pour contrôler, l'inspection du travail, quand on n'a pas les prud'hommes, et quand parfois, en plus, quand c'est des questions de santé et tout, on n'a pas de médecine du travail. Macron s'attaque à tout ça, à tout ça. Le droit du licenciement, il l'affaiblit dans la loi Macron de 4 manières. La première, c'est quand il dit que les petits paquets de licenciements de moins de 9, il n'y aura plus de contrôle dessus.
Pas besoin d'informer l'inspection du travail. C'était avant un moyen pour les patrons souvent d'éviter le plan social. Maintenant, ça passera comme une lettre à la poste. La deuxième, vous le savez, c'est qu'il y avait des critères pour licencier. Je sais que je suis dans une situation un peu misérable, parce qu'il s'agit de choisir entre un salarié contre un autre, quand on a 3, 4, 5 licenciements dans une petite entreprise, et que quand même les critères étaient, depuis 1945, qu'on protégeait celui qui était le plus en difficulté sociale, qui avait des enfants. Donc le premier critère était familial ou social, le deuxième était l'ancienneté, le troisième était la qualification, et le quatrième était le poste qu'on occupait. Et les juges avaient fait un ordre, il y avait un ordre, et quand on était obligé d'examiner, moi ça m'est arrivé comme inspecteur du travail, je me rappelle à Sodexo, un gars qui était dans une situation telle, il avait 55 berges, que si c'était lui qui était viré, bon, il était sous les ponts quelques semaines après, quoi. Il n'y avait pas besoin d'être grand clair pour le savoir. Alors évidemment, à ce moment-là, c'était le jeune qui trinquait. Dernier embauché, premier licencié. Mais entre les deux, les critères permettaient de choisir. Et donc il y avait un peu des critères sociaux. Alors dans l'ANI, ils ont bataillé pour faire sauter les critères. Ils ne sont pas réussis. Dans la loi du 14 juin 2013, ils ont réussi à dire que c'était le patron qui allait changer les critères selon son appréciation. Il n'y avait plus l'ordre. Mais là, ils ont sauté les critères. C'est simple, il n'y a plus de critères. Là, en vérité, l'arbitraire s'ouvre pour les petits licenciements. Après, vous avez le groupe, et il a quand même réussi, c'était peu ou prou dans la jurisprudence depuis 25 ans, à faire que quand il y a un plan social, on regardait l'entreprise par rapport au groupe dans lequel elle était, il y avait des obligations qui incombaient au groupe, et ils ne pouvaient pas déterminer que c'était dans ce périmètre-là que le plan social se situait, sans qu'on fasse référence à l'ensemble des éléments économiques et sociaux de l'unité concernée. Ben ça maintenant, on revient à l'établissement de base, on revient à ce qui nous applique le plan social. C'est un recul de 25 ans de droit constitué contre les licenciements économiques. Mais le quatrième, celui-là, il est plus long à apprécier, il faut remonter à l'ANI aussi. Parce qu'en fait, ce que ne voulaient plus les patrons, c'est qu'il n'y ait plus de juges. Ils ne supportent pas les plans sociaux qui traînent. Genre Fralib, Pilpar, Goodyear, PSA, Mittal, où les salariés durs font des grèves, font des batailles juridiques. À Fralib, le tribunal, il faut dire, il a fait le maximum parce qu'au bout de 8 mois, il a dit toute votre procédure est mauvaise, il faut la recommencer. Alors les patrons et le MEDEF ont explosé, on ne veut plus des juges, on se débarrasse des juges, comment on peut faire ça? Alors dans l'ANI et la loi du 14 juin 2013, ils ont dit que c'était le direct. Alors là aussi, parfois, mais dans cette salle, les directs, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'étaient les directions du travail. Il faut se gommer la tête parfois de vieux souvenirs. À la fin, au début, il y a des directions du travail qui émanaient de l'inspection du travail. Là, on a une administration, c'est à la Macron déjà, avant qu'elle soit créée, parce qu'elle date de 2009, mais où le directeur est le directeur des entreprises de contrôle de la consommation et de la concurrence et du travail et de l'emploi subsidiairement. Ce n'est plus un ancien inspecteur, c'est un sous-préfet nommé par le haut. Et il est politique. Il ne voit pas les choses sur le terrain, il le voit selon les ordres du ministère. Et le direct maintenant, c'est lui qui homologue les plans sociaux. Alors si vous ne le saviez pas, quand ils ont fait passer la loi du 14 juin 2013, à l'époque ils disaient on va inverser la courbe du chômage. C'était un mensonge pur et simple, parce que le 11 juillet 2013, ils ont réuni tous les directs du territoire, 100, et ils leur ont dit l'objectif est 0 refus d'homologation des plans sociaux. Vous les acceptez tous. Et les directs se sont mis. Vous avez qu'à regarder quand même depuis cette époque, il y a moins de lutte contre les plans sociaux. Il y a toujours autant de plans sociaux. Mais il y a moins de lutte, moins durable, moins spectaculaire. Parce que comme il n'y a pas les relais qu'on peut arracher au tribunal à force de conviction et de mobilisation, bah c'est la direct, le direct il est politique. Lui, il a l'ordre du préfet, il a l'ordre du ministère, il homologue et le plan passe avec des délais qui sont devenus préfixes. C'est joli, ça veut dire incontournable, qu'on ne peut pas dépasser. Et ces délais s'appliquent et le plan social passe. Il y a une seule chose qu'ils n'avaient pas prévue. Moi non plus, personne n'avait prévu. C'est que quand ça allait au direct, c'était une décision administrative, ce n'était donc plus le tribunal de la chambre sociale qui était compétente, c'était ce qu'on appelle le tribunal administratif. Et donc le tribunal administratif, tout le monde se disait, oh, bah, il va dire amen, puis ils sont moins nombreux, puis ils ne sont pas formés.
Puis ils n'ont pas forcément l'habitude du droit du travail privé, puisque leur domaine, c'est plutôt le droit administratif et le droit public. Alors là, la surprise, c'est que tous les TA se sont mis à casser les décisions des directs. Ils ont fait comme les autres juges, ils cassent les plans homologués. Et on en a des dizaines et des dizaines. Alors les patrons, en douce, on dit à Sapin d'abord, puis à Rebsamen, puis à Macron, on fait quelque chose. On se débarrasse des juges, on en retrouve d'autres. Alors Macron n'y est pas allé par deux chemins, vous lisez l'article 103. Quand un TA casse une décision du direct et qu'il annule le plan social, cela n'a aucune incidence pour les salariés concernés qui n'ont droit ni à indemnité ni à réintégration. Si vous méditez bien ça, même l'autre jour, j'ai expliqué à un sénateur vert, je lui ai dit, écoute, voilà, tu as encore une chance parce que ça arrive au Sénat, c'est pas le 7, c'est le 12, et ça finira le 27. Je lui ai dit, écoute, je suis allé leur expliquer un peu ce que je suis en train de vous expliquer. Il me dit, mais c'est pas possible. La justice donne raison aux salariés, le plan social est cassé, et la loi Macron dit, ça n'a aucune incidence, ça ne change rien. Vous avez raison, mais ça ne sert à rien. Vous avez justice, mais vous n'avez pas de droit. Le plan est cassé, mais c'est comme s'il ne l'était pas. Je ne sais pas si un conseil constitutionnel va dire quelque chose. Mais est-ce que vraiment, dans un état de droit, dans un pays républicain, quelque chose aussi barjot peut-il être imaginé? Mais c'est voulu par le patronat. C'est voulu depuis la nuit. Toute la bataille sur les licenciements. Et ça arrive là. Vous avez gagné contre votre licenciement. Mais ni que ni qu'orate, ça vous donne rien. D'accord? C'est ça sur le licenciement. Bon, puis, de toute façon, quel droit pénal du travail? Oh, ça, il l'avait vu de loin. Le droit pénal du travail, c'est de vous envoyer un patron correctionnel. Je vous assure que pour un inspecteur qui fait son travail, c'est un succès. Ah, monsieur, je suis rentré dans la banque, j'ai trouvé des gens qui travaillaient pour la 11e et la 12e heure de la journée. Vous savez qu'un inspecteur qui rentrait dans une banque le soir à 9h, moi j'imprimais ma feuille de service, dessus il y avait marqué « Quiconque fait obstacle à un inspecteur du travail dans l'exercice de ses fonctions risque de 2 mois à 12 ans de prison ou de 20 000 à 200 000 euros d'amende. Vous passez ça sous la porte de la banque, on vous ouvre. » Une fois que vous êtes rentré, vous voyez les gens qui travaillent pour la 12e heure. C'est interdit. La durée maximale du travail, c'est 10 heures. Un patron qui fait travailler quelqu'un plus de 10 heures, c'est un délit, c'est pas contraventionnel, c'est délictuel. Bon, alors, vous arrivez quand même, je sais ce que c'est, j'ai comme inspecteur, vous arrivez, vous voyez, c'est parfois souvent des cadres. Vous avez 2 types de cadres. Vous avez le cadre qui dit oh, mais moi, c'est moi qui choisis de travailler. Moi qui choisis de travailler 11 heures, 12 heures, j'aime mon métier, c'est mon droit, vous voulez m'en empêcher, c'est comme ça qu'on coule la France. Bon, ceux-là, vous ne leur dites rien. Vous avez les cadres syndiqués qui disent « Ah ben c'est pas trop tôt, monsieur l'inspecteur, ça fait 3 semaines qu'on nous attend pour le contrôle, vous voyez bien qu'on travaille 12 heures ici, etc. » Bon, mais vous allez voir le patron, et vous lui dites « Monsieur, je viens de constater que les gens travaillent 12 heures. » La réponse du patron ici, vous la connaissez, c'est « Oh bon, je savais pas. » Ou alors « Ah ben il s'organise mal. » Ou alors « Ah ben non, chez moi il y a un chef de service, c'est le chef de service qui donne l'autorisation de faire des heures sup, ils n'ont pas le droit d'en faire sans l'autorisation. » Et moi, inspecteur, à chaque fois, je dis « Écoutez, on n'a rien à faire de ce que vous dites, c'est vous l'employeur, vous avez une obligation de résultat, ils ne doivent pas travailler plus de 10 heures, j'ai constaté qu'ils travaillent plus de 10 heures, donc je vous envoie au tribunal pour que la correctionnelle vous mette l'amende la plus forte possible, multipliée par le nombre de salariés concernés et multipliée par le nombre d'infractions constatées. » Voilà, c'est ça le mécanisme, subordination et état de droit, sanction. Bon. C'est ça quoi, bon. Mais là, c'est presque plus ça. Maintenant, le direct va convoquer le patron. Et vous n'allez plus avoir à l'envoyer forcément en correctionnel. Vous aurez une négociation pour qu'il respecte la loi. Il pourra plaider coupable. Vous avez déjà vu les films américains sur plaider coupable? Si vous ne croyez pas que la loi Macron est une loi anglo-saxonne, regardez, lisez Colelli,
La Défense Lincoln, qui est un très bon polar, et qui vous explique de façon extrêmement pédagogique ce qu'est le plaidé coupable, où le gars dit « Ah bon, moi j'ai tué quelqu'un, mais je l'avoue tout de suite, parce que comme ça j'aurai 10 ans au lieu de 15 ans. De toute façon, en fait je ne l'ai pas tué, mais vous allez me couper la tête sans ça. Donc, bon voilà. Vous plaidez coupable, alors là vous le ferez avec le direct. Monsieur le direct, monsieur l'employeur. Bonjour, allez-vous vous mettre en règle du point de vue des horaires? Oui, monsieur le direct. Bon, alors écoutez, je ne retiens pas pour l'instant de graves sanctions contre vous. Je vous informe que vous aurez droit à une amende, au cas où ça renouvellerait, lors du prochain contrôle de mon agent de contrôle, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose pour le travail clandestin, vous savez. Parce que c'est expliqué dans Macron. C'est-à-dire que vous aurez un avertissement, on vous mettra en dehors de vous mettre en règle, on pourra même vous fermer pendant 1 mois. Et si on vous retrouve après, vous aurez peut-être une amende administrative, n'est-ce pas? Mais la correctionnelle, c'est fini. Pourtant, le salopard qui a fait faire du travail des clandestins, qui a été un négrier, qui a fait venir des gens de partout, qui devrait être en tôle dès la première minute, eh bien, il n'y sera plus. Ça sera de la négociation administrative avec du plaidé coupable, et l'inspecteur sera dépossédé du travail, sera dépossédé de la suite de ses procès-verbaux, qui n'iront plus devant le juge. Alors, c'est vrai que le juge en classait parfois 3 sur 4. C'est vrai que les jugements n'étaient pas toujours trop forts, mais je vous assure que là, ça va être une diminution. C'est la fin du droit pénal du travail qui commence. Pour vous dire, pour vous, en tuyau, qu'ils avaient prévu ça depuis longtemps, c'est que dans la recodification du code en 2008, ils avaient remplacé la plupart du temps inspecteur du travail par autorité administrative, et ils avaient remplacé le juge par le juge judiciaire, qui pouvait vous couvrir, le juge en droit pénal, le juge administratif. Ils avaient ça dans la tête depuis 8 ans. 8 ans. Déposséder l'inspecteur du travail du suivi de ses procès-verbaux, protéger les patrons d'aller en prison. On vous dirait, il n'y en a jamais qui vont en prison. Hélas. Moi, j'avais dit une fois, je ne sais plus, j'étais en Bretagne, j'avais dit un patron sur 2 est un délinquant. Alors j'arrive à Paris, le FP me dit, vous avez dit ça? Je dis, ouais, je me suis trompé, c'est plus d'1 sur 2. Mais la délinquance patronale, Madame Parizeau ne veut pas en entendre parler. Dites pas que c'est des voyous. Ah ben maintenant, on ne pourra plus le dire, ils n'iront plus en correctionnel, ou pratiquement pas. Le dernier patron qui a eu des menottes aux mains pour faute inexcusable après des accidents mortels, c'était en 1973 avec le juge de Charette. Les plus vieux d'entre vous se souviennent peut-être de ça, ça avait fait un scandale, et le juge de Charette avait tous les ennuis du monde, il est en retraite aujourd'hui, il se porte bien, merci, c'est un copain, mais c'est le dernier qui a fait ça. Et vous avez aujourd'hui une situation où le droit pénal, la sanction pour la délinquance patronale va décliner progressivement en même temps que les prud'hommes déclineront. Parce qu'il va de soi que tout ce que je vous dis, vous l'avez compris, toutes les mesures qui prennent contre les prud'hommes dans la loi Macron, où on va avoir un quasi-écheminage, où le juge professionnel va l'emporter sur les conseillers salariés, où les pressions vont s'exercer sur les conseillers salariés pour qu'ils puissent décider dans les mêmes conditions qu'avant, où on encadre les indemnités qu'ils sont en train de donner aux salariés, puisque c'était 14 mois du temps de la ligne et de la loi du 14 juin, ça va descendre à 6 mois, et donc peser sur ce qu'ils peuvent donner aux salariés pour compenser le dol qu'ils auront subi par leur employeur. Et ensuite, vous aurez l'obligation de justifier le niveau des indemnités qu'ils accorderont, pourquoi 9 mois, pas 12 mois, etc. Vous avez toutes les pressions pour que ça ne fonctionne plus. Et ça au nom, dit Macron, du fait que les prud'hommes ne fonctionneraient déjà pas. Mais s'ils ne fonctionnent pas suffisamment, s'il y a trop d'attentes, c'est parce que Rachida Dati a supprimé un tiers des prud'hommes il y a 5 ans. Et deuxièmement, si vous voulez faciliter les choses, il suffit qu'il y ait un état d'esprit autre de celui des patrons qui empêche toute conciliation. Mais ils empêchent toute conciliation dans un système judiciaire, mais ils acceptent les conciliations dans des commissions arbitrales. Puisque le but est en fait d'étouffer progressivement, et moi je suis catégorique, la suppression des élections prud'hommes, plus ce qui était adressé dans la loi Macron contre les prud'hommes, c'est la mort programmée de l'institution. Et le choix est à l'américaine, des commissions arbitrales, c'est ceux qui donnent l'argent à tapis, et ce n'est pas le juge qui peut enlever l'argent à tapis. C'est exactement comme ça. Et vous avez un changement de système avec l'ensemble de cette façon d'approcher les choses au détriment du juge de la République.
Moi, j'ai jamais digéré la suppression des élections prud'hommes. C'était les dernières belles élections. Et si je peux me permettre un commentaire, on m'a dit que je pouvais me lâcher, que j'avais la parole libre, je le dirais, c'était celle qui permettait vraiment de tester la représentativité syndicale. Même jour, et tous les salariés votaient. Ils ont dit, mais non, il n'y a pas assez de votants. Bon, il y en avait 34,5% en 2009. Si on se met à supprimer toutes les élections où il n'y a que 34,5% de votants, c'est pas fini. Hein. Et ensuite, ça coûte trop cher. Ça coûtait 4,77 € par voix exprimée. C'est pas plus cher que les autres scrutins. Et en plus, c'est moins cher que les élections au champ d'agriculture, de commerce, de métier, les corps consulaires qui n'ont naturellement pas supprimé. Et donc, il n'y avait aucun motif pour supprimer. C'était pour que la représentativité soit plus confuse. Parce que la représentativité par le biais des élections de CE, étalée pendant 4 ans, collationnée par les DRH et par le directeur général du travail, surtout quand il s'appelait Combrexel, ne peut pas refléter la vérité des votes et la vérité de la représentativité syndicale. C'est d'ailleurs pour ça que nationalement, il y a eu une inversion de la majorité des syndicats quand on est passé du système des prud'hommes au système de la représentativité par les comités d'entreprise. Les gens votent pour autre chose que pour le syndicat, et la traduction de ces votes centralisés nationalement déforme, étalée sur 4 ans, la vérité de ce que sont vraiment les organisations syndicales. Parce que des gens qui vous disent qu'ils sont pour le droit de vote aux élections locales, mais qui ne peuvent pas, mais qui par ailleurs suppriment l'élection pour une élection nationale, là où c'est possible, je suis méfiant. Ils pouvaient valoriser l'une pour faire passer l'autre, mais ils ont supprimé la seule qui existait. Ah, je sais, je suis long. Je vous dis les choses vite. Mais tout ça, c'est dans la loi Macron. J'en ai abordé qu'encore un petit échantillon. Vous comprenez que les Français ont du mal à percevoir tout ça. Parce que quand vous entendrez que le délit d'entrave au comité d'entreprise, avec peine de prison, vous savez l'histoire? C'est parce qu'une entreprise qui s'appelait Bolex, à Toulouse, 2 employeurs, actionnaires américains, pourris de fric comme ça, Cash Investigation, comme les gens de Sanofi, qui suppriment des centaines d'emplois, qui se mettent des millions dans la poche, qui se tirent aux États-Unis. Les syndicats, nos syndicats, notre syndicat va à Toulouse au tribunal. Là, il y a encore le juge du temps de Bolex. Et il obtient du tribunal que les 2 actionnaires de Bolex soient condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Alors François Hollande, le 16 octobre dernier, je n'invente rien, à l'Élysée, fait un cercle de l'attractivité. Il invite des dizaines et des dizaines de patrons anglo-saxons. Et l'ouverture du débat, il leur dit « J'ai de bonnes nouvelles pour vous, il n'y aura plus de risque de peine de prison pour les employeurs qui ne respecteront pas le droit des comités d'entreprise. » Alors comme tout le monde se dit « Bon, alors ils vont faire n'importe quoi », il y a Rex Samen qui se précipite, qui dit « On va regarder l'amende ». Alors l'amende, quand ce n'était pas la peine de prison, était de 3 250 €. Je leur ai dit, on va la doubler. Vous imaginez les actionnaires de chez Bolex intimidés par une amende de 7 000 € quand ils touchent une prime de 2 millions d'euros pour avoir violé le droit du comité d'entreprise. Vous imaginez une seule seconde. Même la peine de prison avec sursis, ça leur fait pas peur. Alors si vous croyez qu'une amende de 7 000 € va les intimider, c'est foutu d'avance. Et quand vous dites ça à ces patrons, ça veut dire que vous les encouragez à ne plus tenir compte des comités d'entreprise. C'est pas ni plus ni moins, il n'y a pas seulement de droit pénal, mais il y a la possibilité de s'asseoir sur les droits des institutions représentatives du personnel. Je ne dramatise rien. C'est dans la loi Macron, spécifiquement. 97% des entreprises ont moins de 50 salariés. 97%. Elles sont plus obligées de publier leurs comptes. Parfois, elles ne le faisaient pas. Parfois, c'était les ordres, tout ce que vous voulez. Mais alors, ça rend encore plus opaque.